Comme dit dans la première partie, après la Première Guerre mondiale et la guerre civile, la Russie se trouvait dans un état catastrophique. Cependant, malgré cette situation fragile et très peu enviable, les militants communistes ont réussi à élever la Russie à un niveau jamais atteint avant. Seulement du regard de la production industrielle en URSS, avant la Seconde Guerre mondiale, les résultats de la planification socialiste sont flagrants. Entre 1928 et 1940, la production de charbon a été multipliée par 4,67. La production de pétrole a été multipliée par 3. Celle d'électricité a été multipliée par 10. Celle d'engrais minéraux a été multipliée par 32 et celle de tracteurs a été multipliée par 24. Pendant que le monde sombrait donc dans la Grande Dépression, et ce malgré les nombreuses difficultés internes, l'Union soviétique sortait du sous-développement. Ensuite, si on prend un regard plus important et plus général, comme nous pouvons le voir ici, malgré les grands troubles qui ont eu lieu durant les années 30, malgré les sabotages, les tentatives de coup d'État et l'invasion fasciste durant la Seconde Guerre mondiale, l'Union des républiques socialistes soviétiques, sous la direction du PCUS, Parti communiste de l'Union soviétique, le marxisme-léninisme et Joseph Staline, et ben, cette URSS a réussi entre 1922, date de sa fondation, et 1956, date du coup d'État de Khrouchtchev mettant à genoux le socialisme et les éléments révolutionnaires, et entre ces deux dates, l'URSS a, comme le disait Staline, rattrapé 100 ans de retard. Si en 1922, le PIB par habitant moyen en Europe occidentale était de 4 388 dollars, en URSS, le PIB par habitant pour la même année, donc 1922, n'était que de 1220 dollars. Cela signifie que le PIB par habitant occidental était 259% supérieur au PIB par habitant soviétique. En 1956, le PIB par habitant moyen en Europe occidentale était de 8229 dollars, tandis que celui de l'URSS était de 7216 dollars. Le PIB par habitant occidental européen était donc seulement 14% supérieur au PIB par habitant soviétique. L'écart en termes de PIB par habitant a donc été considérablement réduit. Concernant l'IDH, désormais, l'IDH français, comme dit plus tôt, était de 0,28 en 1913. Celui de l'Empire russe, pour la même année, était de 0,12. L'IDH français était donc 133% supérieur à l'IDH soviétique. Il était donc plus du double. En 1955, l'IDH français était de 0,45, tandis que celui de l'Union soviétique était de 0,38. L'IDH français n'était donc supérieur à celui de l'URSS que de 28%. Là encore, comme on peut le constater, l'écart a été considérablement réduit. Prenons l'espérance de vie maintenant. Que pouvons-nous constater ici? En 1920, l'écart entre la Russie et la France est extrêmement important. Après des années de guerre, donc guerre mondiale et guerre civile, l'espérance de vie russe était que de 20,5 années, tandis que l'espérance de vie française était de 51,5 ans. L'espérance de vie française était donc 2,25% plus importante que l'espérance de vie russe. En 1956, quand les révisionnistes khrouchtcheviens vont prendre le pouvoir, pour démanteler petit à petit le socialisme à partir de cette date, l'espérance de vie russe était de 63,3 ans, tandis que celle de la France était de 68,9 ans. L'écart a donc été considérablement réduit. Il n'était plus que de 8,85%. En matière de mortalité infantile maintenant, qu'est-ce que l'on peut constater ici aussi dans ce tableau? Eh bien, l'Empire russe, en tant que territoire sorti à peine du féodalisme et extrêmement arriéré, avait une mortalité infantile qui était quasiment le double de celle de l'Espagne, à la même période, soit en 1913. En 1965, ils avaient une mortalité infantile égale. Là aussi, grâce à l'économie socialiste, grâce à la santé socialiste.
Système de santé socialiste extrêmement développé pour l'époque d'ailleurs. Entre 1913 et 1969, le nombre de lits d'hôpitaux en URSS a été multiplié par 8,15, passant de 1,3 lits pour 1000 habitants en 1913 sous le tsarisme à 10,6 lits pour 1000 habitants en 1969. Pour vous donner une idée, si en 1970 il y avait donc 10,6 lits pour 1000 habitants en URSS, aux États-Unis, ils étaient à 8,2 lits pour 1000 habitants pour la même année, ce qui veut dire qu'en URSS, on avait plus de lits d'hôpitaux qu'aux États-Unis à cette année, donc année 70. En 1970 aussi, eh bien, l'URSS avait une plus forte proportion de médecins qu'aux États-Unis. C'est d'ailleurs la proportion de médecins par habitant la plus importante au monde, avec à cette époque-là, donc 1970, 23,8 médecins pour 1000 habitants contre 15,8 médecins pour 1000 habitants aux États-Unis. C'est grâce à cet appareil de santé publique que l'URSS a pu devenir le phare mondial de la lutte contre des maladies telles que la peste, le choléra, le paludisme, qui ont été d'ailleurs éradiquées dans ce pays, comme le montrait Popov dans son rapport, ou encore la variole, qui, comme nous le montrent ces données offertes par l'OMS, eh bien, fut mieux gérée en URSS qu'aux États-Unis. Variole qui a d'ailleurs été éradiquée dans le monde, eh bien, en partie grâce à l'URSS, justement. En matière d'analphabétisme maintenant, comme nous pouvons le constater dans ce tableau fait par l'UNESCO, si sous le tsarisme seul un peu plus d'un tiers de la population savait lire et écrire, en 1959, c'est la quasi-totalité de la population qui savait lire et écrire. Et d'ailleurs, l'écart entre hommes et femmes en matière d'alphabétisation a quasiment disparu là aussi. Autre point, et pas des moindres, l'alimentation. Combien de fois avons-nous entendu de la part de quelques individus se croyant très malins des arguments selon lesquels les Russes avec les communistes crevaient de faim? Voilà la réalité. Ce sont les communistes justement, selon la FAO, Organisation mondiale pour l'agriculture et l'alimentation, qui ont mis un terme à la faim en URSS. Le bilan alimentaire soviétique est donc à applaudir. La Russie du début XXe avait une économie de subsistance. Il s'agit d'une économie pré-industrielle, pré-capitaliste même, donc provenant de modes de production à caractère esclavagiste ou féodal, on va dire, et basée sur une prédominance absolue de l'agriculture et l'élevage. De par la productivité extrêmement basse de ce genre d'économie, les cycles économiques étaient des cycles naturels, basés principalement sur le climat. Et donc, dans ce genre d'économie, la moindre fluctuation, la moindre altération était synonyme de crise alimentaire et donc de disette, voire carrément de famine. Voilà le système économique qui était en vigueur en Russie au début du XXe, donc aussi sous le tsarisme. Système économique qui était aussi en vigueur en Europe occidentale, donc en France, en Espagne, au Royaume-Uni, à une époque, mais qui a disparu à la fin du XVIIIe siècle, voire au milieu du XIXe siècle, dans certains cas, grâce à l'industrialisation et à l'augmentation de la productivité agraire que cette industrialisation a supposée. En Russie, du fait de son grand retard de développement, ce type d'économie était encore en vigueur au début du XXe siècle. C'est surtout le fait d'avoir ce type d'économie encore en place qui a fait que la Russie avait encore des famines cycliques au début du XXe, et ce, avec ou sans les communistes au pouvoir. Il y avait déjà des problèmes alimentaires graves en Russie, allant jusqu'à la famine, toutes les décennies, et ce bien avant les communistes. Et de même que ce qu'il y avait en France jusqu'au début du 19e. C'est les communistes, avec l'industrialisation rapide du pays, qui ont mis un terme à ça. C'est les communistes qui ont mis fin à la famine et à la faim en Union soviétique. C'est les communistes, comme nous pouvons le voir ici selon la FAO, avec leur politique, qui ont permis un grand développement de l'agriculture.
En 1961, date où la FAO va commencer à faire ce genre de statistiques, le citoyen soviétique lambda mangeait plus que le citoyen espagnol lambda. Il mangeait aussi plus que le citoyen américain lambda, ou le citoyen occidental européen lambda en général, et était proche du niveau de consommation alimentaire française. L'URSS, jusqu'en 1956, sous le socialisme de la ligne marxiste-léniniste, et ce malgré deux guerres mondiales, une guerre civile, des sabotages, des conspirations, des tentatives de coup d'État, a mis fin au sous-développement féodal qui régnait sous le tsarisme, a mis un terme à la faim, à l'analphabétisme et à l'obscurantisme. L'économie socialiste en Union soviétique, sur la base des principes marxistes-léninistes, appliqués jusqu'en 1956, a fait de ce pays une puissance mondiale, économiquement, militairement, scientifiquement, atomiquement et politiquement. C'est avec cette économie que l'arriéré Russie tsariste a dépassé et vaincu le Reich en sauvant par la même occasion l'Europe du fascisme, devenant de ce fait le phare mondial de la lutte antifasciste et de la lutte des travailleurs pour leur libération. Et parmi les pays libérés par l'édification socialiste russe, nous pouvons parler de la République démocratique allemande. Tout d'abord, il est nécessaire de préciser un point avec l'Allemagne. L'URSS proposait au début qu'elle soit, après la guerre, un État unifié, neutre et démilitarisé. Cela n'a pas été possible de par les résistances face à cette proposition des États-Unis et du Royaume-Uni. Ensuite, analysons aussi la situation de l'Allemagne de l'Est suite à sa libération. Cette zone, qui n'était de base pas la plus industrialisée ni la plus développée de l'Allemagne, a été particulièrement touchée par la guerre. Tout était à reconstruire. Par ailleurs, à peine le socialisme commençait à s'édifier en Allemagne de l'Est, le coup d'État de Khrouchtchev et des révisionnistes a lieu en 1956, durant le 20e congrès du Parti communiste de l'Union soviétique, faisant que l'URSS abandonna le marxisme-léninisme et se mit à le remplacer progressivement et à remplacer progressivement le socialisme par un capitalisme d'État et la solidarité internationale ouvrière par un social-impérialisme de plus en plus rapace. Avec la victoire des révisionnistes en URSS et la mise en place progressive d'une politique capitaliste et social-impérialiste, la RDA se vit grandement infectée politiquement et économiquement, empêchant donc le socialisme de s'édifier pleinement dans ce pays. Cependant, malgré cela, la RDA garda de nombreux points économiques et politiques, vestiges de cette édification socialiste qui commençait à avoir lieu entre 1945 et 1956, lui permettant donc d'offrir des choses plus qu'intéressantes. Grâce à l'économie planifiée, vestige de cette édification socialiste avortée trop tôt, la RDA a pu se reconstruire et développer une certaine industrie afin de rattraper petit à petit la RFA. Comme nous pouvons le constater ici, malgré le fait que le socialisme n'y soit pleinement abouti et que le social-impérialisme soviétique soit de plus en plus présent après 1956, la RDA avait des taux de croissance économique plus importants que la RFA. Curieux pour un pays qui serait paralysé économiquement. Si nous prenons d'autres critères pour analyser la situation est-allemande, tels que la santé, on se retrouve face à des faits qui aussi sont d'un grand intérêt. Comme nous pouvons l'observer ici, dans le World Factbook, édition 1987 de la CIA, l'espérance de vie des hommes comme des femmes était plus élevée en République démocratique allemande, donc l'Allemagne socialiste, Allemagne de l'Est, qu'en RFA, République fédérale allemande. Par ailleurs, la mortalité infantile s'avère plus élevée en RFA qu'en RDA. Par conséquent, selon des critères de santé, il vaudrait mieux être en RDA, avec les vestiges de socialisme qui s'y trouvaient encore, qu'en RFA, pleinement capitaliste. Si nous nous tournons du côté de l'alimentation, là aussi les résultats sont sans appel. Comme nous pouvons le constater ici, le développement économique en Allemagne de l'Est, grâce à l'économie planifiée, a aussi eu des conséquences en matière alimentaire.
Si au début de son existence, la RDA, donc l'Allemagne socialiste, bah, là-bas, les gens consommaient moins d'aliments qu'en RFA, eh bien, donc l'Allemagne capitaliste, cela s'est inversé, et ce, en moins de 20 ans. Il s'agit d'une information que la CIA a elle aussi confirmée avec ses chiffres dans son Word Factbook. Ce développement économique accru est également observable si on observe la consommation énergétique de la République démocratique allemande. Comme nous pouvons le constater ici, selon la Banque mondiale, la RDA est le 5e pays au monde en matière de consommation énergétique par habitant en 1979. Ensuite, et ce à la fois selon la Banque mondiale et la CIA, la RDA dépassa sur ce point aussi la RFA. Comme nous pouvons l'observer, même si cela pourrait se développer encore si on avait eu plus de temps, eh bien la situation est-allemande est bien plus complexe que ce qu'on aurait bien pu imaginer. Ce pays, bien qu'avec une série de défauts, principalement dus à l'abandon d'un socialisme véritable, abandon imposé par l'URSS suite au coup d'État khrouchtchevien de 1956 et la mise en place d'une politique sociale impérialiste de la part de ces derniers, bah, malgré tout ça, la RDA a su, grâce à son économie planifiée et les quelques vestiges de socialisme qui s'y trouvaient toujours, assurer un certain développement économique et humain pour sa population. En termes de PIB par habitant, en 1989, la RDA, selon les données de Angus Madison Project, était son PIB par habitant est bien plus important que celui de l'Irlande, l'Espagne, la Grèce ou le Portugal. Selon Heinz Wortmann, bon, ça sera écrit de toute façon parce que c'est pas très prononçable, c'est de l'allemand, et bien dans son Einkommen und privater Verbrauch in DDR und Osteuropa aux éditions Osteuropa Institute, et aussi en se basant sur l'INSEE dans ses données sociales de 1984, on observe que si en 1960, la RDA avait par ménage moins de télévision, moins de voitures, moins de machines à laver, moins de frigo que la France, en 1970, la situation s'inverse pour la plupart de ces biens de consommation. La RDA avait, en 1970, par ménage, plus de télévision, plus de frigo, plus de machines à laver que la France. Cela permet aussi de démentir cette idée comme quoi il n'y aurait pas une certaine production de biens de consommation dans ce pays. Nous sommes donc face à une économie, un pays qui, tout comme l'URSS, s'ils avaient des défauts après 1956, suite à l'abandon d'un socialisme véritable, avaient beaucoup à offrir et avaient donc, durant l'existence, déjà offert beaucoup à leurs populations respectives. Cependant, suite à un abandon encore plus important et plus grave du socialisme, suite à un éloignement encore plus dramatique vis-à-vis du marxisme-léninisme que qui avait déjà eu lieu en 1956, bref, suite à un retour plein et entier du capitalisme dans ces deux pays et en plus dans sa version libérale, eh ben, ces deux pays vont se diriger tout droit vers les abîmes. C'est ce que nous verrons dans une troisième partie de cette formation.